On entend souvent dire que les données sont le nouveau pétrole. Pourtant, certaines de ces données ont besoin d'être représentées pour être compréhensibles et interprétées. La visualisation de données, plus communément appelée data vise, est l'ensemble des méthodes qui servent à représenter ces données. C'est un domaine très particulier qui allie la créativité de l'artiste à la rigueur du mathématicien. Cependant, la data vise a deux visages. Celui qui permet d'éclairer un jeu de données en nous le rendant compréhensible et celui qui manipule ces mêmes données pour n'en faire ressortir que certains motifs. Victor Besset, mon invité dans cet épisode, est à la fois développeur front-end, web designer, journaliste musical et spécialiste des données et de la data vise. Et c'est un vrai plaisir d'en discuter avec lui pour mieux comprendre ce sujet passionnant. Victor, bonjour, bienvenue. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, tu peux me donner une définition de ce qu'est la data vise? Oui, bien sûr. La data vise, pour faire simple, c'est la représentation visuelle de données pour en simplifier ou en améliorer la compréhension. Concrètement, c'est qu'on a un ensemble de données. On va revenir sur ce que c'est une donnée, mais on a un ensemble, donc partons du principe qu'on a un ensemble de données, et le but c'est de leur donner un sens. L'exemple que j'aime à donner, c'est imaginons qu'on ait plein de petites briques Lego. Si, c'est l'exemple que je donne très régulièrement, si on a ces petites briques Lego et qu'on veut essayer de savoir quelle est la couleur dominante, ça va être très difficile parce que va falloir fouiller dedans et si on vous donne que 10 secondes pour trouver, c'est mission impossible. Tandis que si on prend ces mêmes briques, qu'on les trie par couleur, bah là tout de suite en une seconde on peut dire quelle est la couleur dominante si c'est évidemment bien arrangé. Et pourtant, dans les deux cas, on a exactement les mêmes données. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, dans l'un, on n'arrive pas à savoir et dans l'autre on arrive à savoir. C'est un côté un peu magique aussi. Voilà. Ok. Donc ça répond aussi un peu à la question de en quoi ça consiste et à quoi ça sert, mais est-ce que tu peux élaborer un peu sur où est-ce qu'on va retrouver un peu la data vise, à qui ça sert et à quelle fin? Alors ça a un usage vraiment très varié et très très large. C'est-à-dire que ça va aussi bien des associations qui veulent faire une affiche pour prévenir, par exemple, je sais pas, d'une maladie ou en mettant des camemberts. Ça c'est très basique. Ça peut être dans des journaux des camemberts. Je parle là du plus basique. On va aller à un peu plus poussé. Ça peut être le camembert pour les ventes d'une année par une entreprise. Ça reste quand même un peu, en quelque sorte, un petit peu de la data vise, même si je sais que certains puristes peuvent hurler en disant non, c'est un vulgaire camembert, c'est pas du tout de la data vise. Mais c'est le truc le plus basique et le plus simple. Voilà. Et c'est pour dire qu'on en voit très régulièrement partout sans s'en rendre compte forcément. Après, ça peut aller un peu plus loin, ça peut être dans des journaux, une infographie. C'est-à-dire une infographie qui va expliquer une situation. Par exemple, on va mettre une carte, on va expliquer les différents enjeux du coronavirus en mettant des flèches entre les propagations dans les différents pays. Après, ça peut être quelque chose de beaucoup plus immersif. C'est-à-dire, on part de données et on va faire un cheminement, et ça va être plutôt sur Internet, une expérience immersive. Ça va être des journaux qui peuvent faire ça. Le New York Times en fait très régulièrement et c'est extrêmement passionnant. Notamment, ils en avaient fait un sur ce qui s'était passé au Liban, la tragédie au Liban, quand il y a eu cette terrible explosion. Ils montraient tout sous forme c'est un mélange d'articles journalistiques et un mélange de data vise. Parce que ça montrait les endroits où ça avait été touché, les bâtiments, il y avait de la 3D dedans, il y avait toutes sortes d'utilisations de différents procédés, c'est-à-dire qu'il y avait aussi bien de la vidéo que de l'image, que de la data vise, que du son, des témoignages, que du texte. Et tout ça a été mélangé, ça faisait une expérience immersive qui utilisait beaucoup la data vise. Donc on peut arriver à ça. Et après, ça peut être aussi pour des choses un peu plus étonnantes, amusantes. Il y a quelqu'un qui s'est amusé avec des chercheurs à compter le nombre d'écureuils qu'il y avait à Central Park pour essayer de les calculer. Donc il y a une formule magique qui dit plus on reste de temps, plus on en voit, bah ça permet de faire à peu près quelque chose. Il a placé tous les endroits où il a vu des écureuils, quelle couleur ils avaient, pas caractéristiques, parce que certains avaient des caractéristiques sur leur couleur ou quoi que ce soit, et il en a fait une
database dans quelque chose de totalement immersif dans un site. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que c'est des choses qui amusent. Parce que on prend l'exemple des écureuils à Central Park, on fait un article dessus qui fait on va dire 5 pages, il n'y a aucune photo, personne le lit quasiment, à part le spécialiste. Tandis que là, on le rend de manière ludique, c'est aussi une occasion de rendre quelque chose accessible aussi et qu'on a envie de le lire. Parce que, comme on le dit, une image, ça vaut 1000 mots. Et là, c'est encore plus vrai parce que ça fascine et ça amuse. Donc il y a plein de domaines d'application. Celui que je connais le mieux, évidemment, c'est dans l'informatique, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a des tonnes et des tonnes de données auxquelles il faut donner un sens. Et généralement, c'est par une visualisation qu'on donne un sens à un utilisateur pour ces données. Mais alors, si tu peux nous retracer un tout petit peu l'histoire aussi de la data vis, parce que j'imagine que c'est pas quelque chose qui est né hier. Des données, on en a depuis des lustres. Et l'idée de représenter visuellement les données, ça vient d'où? C'est en fait c'est assez ancien contrairement à ce qu'on pense. C'est aujourd'hui on a suffisamment de puissance pour faire de la data vis assez impressionnante avec des millions de données sans trop de problèmes quand on est une grosse entreprise. Mais même à une époque, pour donner un exemple, vers 1850, on a résolu une épidémie de choléra grâce à la représentation visuelle de données à la data vis. Pour faire simple, c'est quelqu'un qui s'appelait John Snow, qui est un des pionniers il y en a à peu près 4 grands pionniers, certains pourront en citer d'autres, mais déjà il y a John Snow, et lui, c'était un médecin qui était donc à Londres, et il a mis sur une carte les points où les maisons étaient contaminées par le choléra, où les gens étaient contaminés par le choléra, pour essayer de comprendre comment ça s'est répandu, comment on a pu avoir cette épidémie. Et en faisant les points, il a pu déduire que c'était, je crois, une fontaine qui était contaminée à Broad Street, et il a pu résoudre ça grâce à la data vis. C'est un des premiers grands cas. Après, il y a un autre personnalité qui est souvent le plus cité parce que c'est un Français, c'est peut-être aussi ça qui fait que c'est très cité, et on connaît peut-être beaucoup sa carte. Il a fait une carte des 2 cartes plus exactement, qui sont représentées à peu près partout quand on parle de la data vis et de l'archive. L'une, c'est Napoléon, sa campagne en Russie. Donc on voit une carte, donc c'est une carte au sens géographique du terme, dans lequel on a la France, et de l'autre côté on a la Russie, et on voit les troupes, où elles sont allées et dans quelle direction, et on voit que petit à petit les troupes s'amenuisent parce qu'il y a énormément de pertes de troupes, et ça s'amenuise encore plus quand on arrive en Russie à cause de l'hiver. Et donc le principe est assez simple, ça montre donc la progression des hommes, ça montre les altitudes aussi, les températures, et donc ça permet d'avoir une évolution. Et ils ont fait la même chose avec Hannibal, qui est arrivé jusqu'à Rome, et c'est les cartes, les data vis les plus connues de cette personne qui s'appelle Charles-Joseph Minard. Après, on a d'autres personnes, on a une infirmière on parle peut-être un peu moins d'elle parce que malheureusement on a plutôt tendance à citer les hommes que les femmes. Elle s'appelle Florence Nightingale, et elle a fait de la data vis sur justement à son époque sur la guerre et les soldats, donc tout ce qu'elle a pu voir. Après, on a un pionnier qui s'appelle, faut pas me tromper, qui s'appelle Webb Dubois. Donc Webb, ça s'écrit W.E.B, et qui est un des grands pionniers. C'est un militant des droits afro-américains. Donc c'est voilà, et qui a milité notamment pour mettre justement les droits en avant, et il a utilisé beaucoup la data vis il a beaucoup utilisé la data vis pour servir sa cause, en montrant les inégalités, les injustices, et ça l'une des premières fois qu'on a quelque chose de très militant dans la data vis, pour justement un outil qui va se servir pour un combat. Après, j'ai cité 4 exemples, on est dans les années 1800, début 1900, donc voilà, on pourrait se dire, oui, ça a apparu là où on a commencé, mais en fait, dès 1495, on commençait à faire de la data vis, plus exactement, on commençait à manipuler de la donnée. Quand je dis manipuler, là, c'est dans le sens malveillant du terme, parce qu'on pourrait l'entendre autrement, manipuler des jeux de données. Mais en fait, pour faire simple, il y a l'Espagne et le Portugal décident de se partager le monde. Donc ils veulent se partager le monde, ils font ça sous l'égide du pape, en gros. Un à une partie du monde et l'autre à l'autre partie du monde. Je simplifie évidemment. C'est le traité de Tordesillas. Et ce que vont faire les
les Espagnols et les Portugais, c'est trafiquer leurs cartes pour dire ça m'appartient, ça m'appartient. Un exemple très simple, il y a des îles qui s'appellent les îles Moluques, où il y a beaucoup d'épices, donc très convoitées, et chacun le mettait d'un côté de la carte pour dire c'est à moi. Et les Portugais, c'est Jean-Christophe Victor qui racontait ça dans son émission Le Dessous des cartes, ils expliquaient qu'ils avaient même fait une fausse carte qui était en cercle, et dans laquelle ils montraient qu'on pouvait pas passer par l'Amérique du Sud et l'océan Pacifique pour aller aux îles Moluques. S'il fallait aller aux îles Moluques, il fallait aller de l'autre côté. Et donc, ils avaient mis une bande de terre qui allait du bout de l'Amérique du Sud jusqu'à la Russie. Parce qu'à l'époque, on connaissait pas le Japon ni l'Australie. Et donc, ça faisait ça. Et donc, le but, c'était pas d'enrichir les connaissances, c'était d'asseoir la supériorité et de prouver que l'île leur appartenait et que toutes les épices étaient pour eux. Et les Espagnols, eux, le mettaient de l'autre côté. Les Moluques, je précise, c'est une île qui se trouve actuellement en Indonésie, pour que les gens voient à peu près, parce que, voilà. Et ils mettaient une immensité de l'océan Indien, qui en fait n'était pas du tout connu aujourd'hui. Il était juste immense d'un point de vue géopolitique pour dire c'est à nous, c'est tout. Et c'était ça et dès cette époque, on trafiquait de la donnée, donc c'est quelque chose qui peut être ancien, et je suis sûr qu'on pourrait peut-être trouver des exemples encore plus anciens. Alors c'est beaucoup d'exemples. Moi, quand tu as parlé de cette épidémie de choléra, ça m'a rappelé, j'ai pas les mêmes références que toi, désolé, un épisode de Numbers, où en fait, pour résoudre un crime, il avait pensé au tuyau d'arrosage qui arrose une pelouse en cercle. Et en fait, c'est plein de petites gouttes d'eau qui tombent et qui n'ont pas de sens, qui sont très aléatoires. Mais si on les représente, on arrive à trouver le point central, quelque chose qui est pas qu'on tire pas facilement de la donnée sans la visualisation. Donc, j'imagine que c'est ça, c'est au-delà c'est donner du sens à la donnée, mais ça permet même de la comprendre, à condition de savoir l'exploiter aussi. Donc, de savoir ce qu'on recherche dedans. C'est ça. Le gros problème souvent qu'on voit avec les gens qui veulent aujourd'hui faire de la donnée, c'est que c'est big data, données, data, tout ça, c'est des mots qui sont à la mode. Et je dis pas ça de manière négative, mais forcément, quand on a quelque chose à la mode, toutes les entreprises veulent en faire. Parce que c'est tendance, c'est bien, ils pensent qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent avec. C'est comme il y a quelques années, tous les entrepreneurs arrivaient, ils disaient, dans notre appli, il y a un chatbot. Voilà. Je caricature un peu le truc, mais c'est bien, parce que ça permet de démocratiser, mais c'est un côté aussi, un revers de la médaille qui peut être aussi néfaste, parce que les gens vont faire de la data viz juste pour faire de la data viz, et ça va apporter absolument aucune valeur ajoutée. C'est juste 2-3 petits trucs qu'ils ont fait, 2-3 petits effets, ça va être plus un truc un peu minable, avec 2-3 effets juste pour regarder. Voilà, en réalité, c'est du tox. C'est comme un diamant en tox, ça ne vaut rien. Et en plus, ce qu'ils font souvent, c'est moche. Donc c'est un peu le problème. La première chose, moi, ce que je dis, quand on fait de la data viz, c'est pas la donnée en elle-même. C'est qu'est-ce qu'on veut, quel est notre but, quel est l'objectif. Parce que si on ne pose pas la question, on peut se retrouver à ne pas avoir la bonne donnée. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre l'exemple simple des GRDP ou GRPD. Maintenant, quand on prend de la donnée à un utilisateur, je simplifie un peu, on doit lui demander son autorisation. Et si on le fait pas, si on n'a pas pensé en amont qu'on avait besoin de telles données et qu'on n'a pas récupéré, c'est dommage. Parce que ça gâche tout. Et donc, c'est vraiment penser à qu'est-ce que je veux faire. Et si ma réponse est je veux faire de la data viz juste parce que tout le monde en fait, c'est pas la bonne réponse et il faut plutôt fuir ces gens-là. En fait, il faut vraiment réfléchir. C'est un outil qui va permettre d'améliorer mes compétences, d'améliorer la compréhension de mon sujet, d'améliorer la compréhension de mon métier. Par exemple, parfois, quand on a des métiers un peu difficiles, ça peut aider. C'est un levier, c'est quelque chose qui va vraiment permettre de faire ça, mais c'est pas juste un truc qu'on met comme ça sans aucun sens. Parce que non, ça marchera jamais. Alors, j'imagine que c'est d'autant plus facile aujourd'hui qu'on est dans un monde très numérique, mais la donnée qu'on collecte aujourd'hui, sa seule fin, c'est pas seulement la data viz. La data viz, c'est un domaine d'exploitation particulier de la donnée. C'est ça. Où on a besoin de la représenter pour des humains. C'est exactement ça. Non, la donnée, de toute façon, c'est quelque chose qu'on récolte depuis assez longtemps. Mais avec les ordinateurs, ça a été facilité. Je vais donner un exemple très simple de données qu'on récolte, par exemple, c'est si on prend les baptêmes, par exemple,
les cahiers de baptême qu'on faisait en 1600, dès 1600, on recensait la population. Bah, ça, c'est de la donnée. Voilà. Toutes ces données-là, c'était déjà de la donnée en 1600 et il n'y avait pas une volonté de faire de la data vis dessus. Donc, c'est quelque chose qui est, voilà, qu'on récolte depuis très longtemps et qui a plein comment dire, qui a plein de fonctionnalités. C'est-à-dire, on peut s'en servir pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude, par exemple, dans les naissances, s'assurer que la personne était bien pas mariée, ça peut être des choses comme ça peut être aussi bien pour savoir combien on a d'utilisateurs mensuels qui ont lu la newsletter ou regardé le podcast, ça peut être des choses comme ça. Mais souvent, il y a beaucoup d'applications qui incluent de la data vis. Exemple très simple, quand on fait de Google Analytics, c'est qu'on a une carte qui nous dit dans quel pays il y a le plus de personnes que venues, en quelque sorte, c'est un peu de la data vis. Donc il y a toujours un moment où même quand on a le tableau de Google Analytics qui résume tout, bah c'est en quelque sorte un peu de la data vis, puisqu'on a plein de barres, de charts et de camemberts. Je vois. Alors, ouais, il y a pour moi plusieurs approches à la data vis, je sais pas comment le dire. Il y a ce que tu me dis, par exemple, je veux une carte des gens qui écoutent ce podcast et on va pouvoir me représenter par pays, nombre de personnes, et puis il y aura plus... et ça, c'est une métrique qui est plaisante, mais il y a des choses qui sont plus de l'ordre de la métrique, justement, et de la compréhension de la métrique, parce que cette carte-là, même si elle est séduisante, finalement, j'en ai pas forcément besoin pour bien comprendre d'où viennent mes utilisateurs. Par contre, il y a d'autres données qui, si je les prends brutes, ne vont pas être compréhensibles par moi, et sous forme de graphique, elles vont s'éclairer. Enfin, sous forme de graphique, entendons-nous bien, sous forme d'une représentation, quelle que soit cette représentation. Et là-dedans, donc, j'imagine qu'il y a pas mal de mathématiques, de formules, de manières de représenter la donnée pour la rendre plus compréhensible. Bien sûr, il y a plein, il y a plein de moyens. Ça va dépendre. On peut, par exemple, utiliser de l'intelligence artificielle si on a beaucoup de données. Par exemple, c'est parfois un peu compliqué de faire le tri dans des millions de données. Ça peut être aussi faire appel au collaboratif, c'est-à-dire demander à des gens de regarder qu'est-ce qu'il y a dans une image ou qu'est-ce qu'ils ont leur avis sur telle ou telle chose et d'avoir un maximum d'avis pour essayer d'avoir quelque chose qui puisse être vraiment représentatif. Donc ça peut être comme ça qu'on peut récupérer et traiter de la donnée. Voilà. Tu as parlé de manipulation de données, c'est intéressant, parce que c'est en fait, c'est pas la donnée qu'on manipule, ça va être la représentation de la donnée finalement. C'est ça. Et alors j'aimerais bien savoir déjà, d'une, comment manipuler cette donnée, et deuxièmement aussi, quels biais on peut introduire qui sont pas forcément intentionnels. Si on reprend mon exemple de brique tout à l'heure pour reprendre, on a vu qu'on a décidé, dans l'exemple, c'est parti d'un postulat, on a pris la couleur. On aurait pu prendre la forme de la taille de brique, c'est-à-dire 2 par 2, 2 par 3. Donc on voit qu'on a fait un choix. Et ce choix, il n'est pas neutre. Pourquoi j'ai pas parlé de la couleur? Tout simplement parce que mon exemple vient d'une data vis qui représente ce qu'est une data vis. Et quand on représente une data vis qui représente une data vis, il faut que ce soit intuitif. Donc la couleur, c'est ce qu'il y a de mieux. Si on met la taille de brique, ça ne se verra pas trop, c'est pas assez percutant. Donc on a fait un choix. Là, on a décidé de laisser quelque chose de côté plutôt que d'un autre. Donc on voit que même quand on essaye d'être le plus neutre possible sur quelque chose comme ça, il y a forcément des biais. Donc même déjà en étant le plus sincère possible, c'est-à-dire en n'ayant pas dans l'idée de manipuler des gens, on peut déjà introduire des biais. Parce que voilà, peut-être qu'en fait on avait que des briques énormes et on voulait pas les montrer ou des choses comme ça. Ça peut être ça. Mais après oui, il peut y avoir aussi des biais beaucoup plus malveillants. On l'a vu avec les cartes. Ça peut être aussi l'exemple qu'on peut donner, c'est par exemple et je vais prendre un exemple très simple, c'est un diagramme, on a un ordonnée X et Y, et au lieu de le mettre à 0, on le met par exemple, à 500. Et on a des données qui vont de 500 à 550, et ça donne l'impression que c'est énorme. Alors que si on l'a représenté sur 0, le plus important, donc on va dire que c'est le chiffre numéro 3 qui est le plus important, il serait tout ridicule, et dans l'autre, on a l'impression qu'il est beaucoup plus important, et donc on a exactement les mêmes données, mais on l'a manipulé dans un sens pour donner l'impression que le chiffre que vous voulez appuyer était énorme. Et dire, regardez, il y a eu un changement énorme, c'est important, et évidemment, on prend soin de ne pas mettre la légende. Voilà. Dans cet exemple, si je peux t'interrompre. Bien sûr.
Est-ce que c'est de la manipulation, dans le sens où intentionnellement on veut faire ressortir quelque chose de plus grand, ou c'est un domaine normal de la data vis, puisque si on fait une représentation et qu'elle est archi plate, il n'y a pas beaucoup de sens non plus à la faire, alors que en réduisant cet axe, on donne plus de courbes et donc on rend plus visuel quelque chose qui ne l'était pas. Bien sûr. En fait, ça va dépendre de quelle est la personne. Moi, j'ai déjà vu des choses comme ça où il y avait déjà les mesures étaient pas indiquées. C'était pas indiqué qu'on commençait à 5000 par exemple. Si on reprend l'exemple de 5000. Donc déjà, si c'est pas indiqué, c'est quand même bizarre. Et puis la personne insistait bien, je sais plus quelle politique qui avait fait ça, insistait bien sur la grandeur de la chose. Donc il s'en était vraiment servi pour manipuler et appuyer sa vision de la société, sa vision des faits. Donc là, oui. Mais après, c'est vrai que si par exemple on a quelque chose et qu'on remonte montrer que c'est la différence et que je sais pas c'est 500, ça va entre 5000 et 6000 et que si on laisse de 0 à 5000 on voit pas très bien, oui là oui on peut dire on a choisi de vous montrer de 5000 à 6000, on l'explique. Si c'est un truc journalistique ou même un homme politique qui explique qu'ils ont mis exprès de 5000 à 6000 pour montrer les variations et dire que bah oui il y a quelques variations que ce serait pas apparu pertinent de 0 à 5000, donc vous le mettez de 5000 à 6000. Si c'est dit, si c'est précisé de manière claire et sans aucune ambiguïté, oui, c'est bien, ça peut servir, au contraire. C'est des biais qui peuvent être utiles. Mais si on fait tout pour le masquer, ces biais-là, éviter de dire que c'est à 5000, là, c'est forcément malveillant et c'est un gros problème. Parmi les biais, donc on a dit il y a quand même beaucoup de mathématiques derrière tout ça, et dans la représentation elle-même, parce qu'on a énormément de données, dans la plupart des cas, on ne peut pas représenter toutes ces données. Donc on va recourir à des fonctions qui vont dire on veut la moyenne, on veut le minimum, etc. Il y a, donc on n'est pas forcément, encore une fois, consciemment en train d'introduire un biais, mais c'est quelque chose qui peut aussi, sur des données qui sont réalistes, véridiques, une vraie source de vérité, induire en erreur, alors que finalement, on ne joue qu'avec les données brutes, mais c'est dans la façon dont on crée la représentation qu'on peut faire quelque chose, alors de trompeur volontairement ou d'erroné involontairement. Ça, de toute façon, quand on donne à une machine, que ce soit plus ou moins avancé, que ce soit de l'intelligence artificielle ou non, ben on peut avoir des erreurs, des bugs. Il suffit que, si on prend l'exemple d'intelligence artificielle, si on a de l'intelligence artificielle qui a mal été codée, involontairement, la personne n'a pas pensé à certaines choses, bah, on va se retrouver avec un résultat qui peut être mauvais à cause de ce qu'on a sorti. Mais après, même des fonctions peuvent parfois, c'est pas forcément la meilleure représentation. On se trompe aussi. C'est souvent, on dit souvent, oui, c'est la machine qui a fait une erreur, mais en fait, c'est nous qui faisons une erreur parce que on donne pas forcément à la machine la bonne fonction. On lui dit de faire la médiane, mais en fait, c'est la moyenne qu'il faut faire parce que c'est ça qui est le plus pertinent. Ou alors, c'est pas nous directement, c'est quelqu'un d'autre parce qu'on va utiliser le code de quelqu'un d'autre qui lui-même peut être erroné de manière involontaire, parce que la personne n'a pas pensé à prendre en compte tel ou tel paramètre. Avant tout, tout est humain, même si on fait appel à la machine. Totalement. Mais c'est aussi quelque chose qu'on est obligé de faire, parce que dans une représentation, on a des limites physiques. Bien sûr. Donc si on veut représenter 5000 points sur un écran, ça va être difficilement visuel, et généralement, on va devoir recourir à ces fonctions qui vont permettre d'avoir quelque chose de visuel, et donc ça va être toujours des calculs mathématiques qu'on va appliquer à la donnée pour la rendre visuelle. Oui. Oui, le but, c'est d'encore plus simplifier, parce que déjà, avec une machine, on va placer automatiquement nos 5000 points, et après, on se rend compte que c'est pas, pour le type de public à qui on va s'adresser, on se rend compte que c'est pas lisible, ce qui arrive. Bah, dans ce cas-là, on va essayer de dire, bah, comment on va faire pour toujours garder notre but en tête, c'est-à-dire le but de notre database, comment on va faire. Donc, est-ce qu'on peut réunir certains points pour montrer un impact et essayer de regrouper, au lieu d'avoir 5000 points, bah, de plus en avoir que, par exemple, 500, à condition d'avoir une méthode qui soit pertinente, parce que si c'est juste, comme je dis toujours, si on se retrouve toujours dans une database, on a un problème et qu'on fait un truc juste pour le faire, c'est non. Il faut que ça ait un véritable sens. À partir du moment où on trouve un moyen de réduire et que ça a un sens, ça peut être des fonctions mathématiques qui peuvent être des médiums, des moyennes, ou par exemple, on a 7 catégories. Disons que, je sais pas, on a 5000 points qui sont dans 20
catégorie, on va représenter plus qu'un point par catégorie. Déjà, ça réduit considérablement et on a plus que 20 points, ce qui permet déjà de donner un ensemble beaucoup plus lisible. Ok. Donc, si ça donne une idée assez générale de ce qu'est la data vise. Donc, toi, tu travailles dans la data vise. Dans ton quotidien, justement, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Quels sont en fait quel est ton quotidien quand tu dois créer je sais pas comment dire, des infographies ou des représentations? Comment en fait tu interviens sur un jeu de données, pouvoir donner des représentations qui sont pertinentes? En fait, la première chose, comme je reviens, je regarde c'est quoi le but, quel est le but réel du projet, ça va être quoi, à quoi la data vise va servir à améliorer ce projet et pas juste un truc qu'on raccroche et qu'on rafistole et qu'on colle avec du scotch et qui n'a aucun sens avec le projet. Donc c'est vraiment ça. À partir de ce moment-là, si les personnes ne savent pas, parce que ça arrive que des fois les personnes ont des jeux de données, elles voient bien qu'elles pourront en faire quelque chose, on réfléchit avec les personnes, on se réunit, on réfléchit avec les personnes, on dit quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est des objectifs de vente? Est-ce que c'est des objectifs de faire prendre conscience d'un enjeu, par exemple climatique ou environnemental, ainsi de suite. À partir de ce moment-là, on regarde, on fixe un objectif, on regarde après si on a les données correspondantes ou pas. Est-ce qu'il faut les récupérer? Parce que des fois, on les a pas, donc il faut les récupérer. Est-ce que c'est possible de les récupérer dans le temps imparti? Parce que s'ils veulent faire une campagne qui doit débuter dans 3 mois, et ils ont besoin d'un an de données, et que un an de données, ils ne les ont pas, on peut pas faire. Il n'y a pas de la magie qui peut essayer de déduire de ce qu'il y avait avant. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, il faut aussi s'assurer que c'est possible dans le temps imparti. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à réfléchir, à dire, après, est-ce que ça va être quelque chose sur papier? Est-ce que ça va être quelque chose sur web? Est-ce que ça va être différents médias? Et à partir de ce moment-là, on réfléchit et on dit, et on commence qu'à partir de ce moment-là à dire, ça va être quoi l'univers graphique de notre data vise? Comment on va le représenter? Quel va être le parcours utilisateur si c'est sur un site pour que la personne puisse vraiment se rattacher au parcours et que ce soit immersif et qu'à pas un moment elle se dise, mais je suis où? Je suis totalement perdu, au secours. Voilà. Est-ce que tu as quelques exemples que tu peux nous citer de travaux que tu as pu réaliser? Alors moi, j'en ai pas fait tant que ça puisque je suis plutôt du côté de l'évangélisation, c'est-à-dire expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la data vise. Je donne énormément de conférences là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience des enjeux, comme je disais, et qui se rendent pas compte aussi auprès d'étudiants. Donc moi, c'est plutôt ça mon boulot, mais j'en ai fait quelques-unes data vise. L'une des data vise que j'avais fait, c'était parti en stage à Londres et j'avais fait une data vise de mon stage à Londres. Et donc j'avais récolté toutes sortes de données, des données parfois un peu absurdes. Je l'avais regardé. À un moment, j'allais en bus. Donc, il y avait 2 bus qui pouvaient m'amener au travail. Donc, tous les jours, je notais quel bus m'avait emmené. Et donc, j'ai un graphique qui me donne tous les bus. Et donc, on voit que je prenais plus tôt un bus qu'un autre parce qu'apparemment, il y en avait plus. Et donc, c'est des choses comme ça. Après, j'ai montré où l'entreprise était. J'avais noté des chiffres. Donc, j'étais à Londres. Donc, combien d'expos j'avais vu? Parce que je suis passionné d'expos. Combien de concerts? Parce que Londres, c'est la ville des concerts, etc. J'avais noté ça et j'en ai fait une data vise dans un livre, parce que j'avais mon rapport de stage, c'était un livre et j'avais fait donc des couleurs en adéquation avec vraiment mon livre. Voilà à peu près j'avais pu faire un exemple très personnel là-dessus. Est-ce que parfois, quand tu manipules de la donnée, pas dans le mauvais sens du terme, vraiment pour en ressortir quelque chose, est-ce que ça arrive de faire des découvertes assez surprenantes dans la donnée même? Je pense qu'on peut en faire. Moi, ça m'est pas spécialement arrivé, mais je sais que oui, on peut être surpris de certains résultats. On a tous des préjugés, quels que soient les sujets ou les enjeux. On vient tous avec nos préjugés, conscients ou inconscients, et forcément, quand on va prendre un jeu de données, on est peut-être persuadé d'une certaine chose. Et en fait, la donnée va nous dire le contraire. C'est ça qui peut être surprenant. Même des fois, on regarde de la donnée, ça a l'air de nous dire A, et en fait, ça nous dit B. Parce qu'on a mal vu, on a mal regardé, on n'a pas pensé à telle ou telle fonction que quelqu'un d'autre va pouvoir implémenter. C'est peut-être une autre personne qui dit mais si on regardait plutôt, au lieu de regarder les données par exemple en moyenne, on faisait une médiane, là ça nous donne un résultat différent, on se rend compte de complètement autre chose. Et oui, c'est vrai que des fois il y a des surprises dans la donnée. Parfois on peut se dire tiens, on pensait pas. Et parfois aussi ça permet de mettre en scène cette surprise, cet étonnement.
Un des exemples qui est, je trouve, assez fort, c'est qu'ils ont fait une data vis où ils montraient la Lune égale à 1 pixel. Et donc, on devait scroller, et ça montrait l'immensité entre la Terre et Jupiter, parce que quand on scrollait, je crois qu'il fallait 4 minutes pour scroller. Et donc là, c'est la surprise de l'utilisateur qui se dit, la vache, c'est aussi grand, et il comprend tout de suite. Ça lui parle, parce que si on dit c'est combien de, je sais pas, millions de kilomètres, il a aucune idée de ce que c'est, tandis que quand il a scrollé 4 minutes, il a compris la distance. Voilà. Ok. Dans quel domaine particulièrement la data vise est le plus plébiscité à ton avis? Les entreprises aiment beaucoup l'utiliser pour montrer et simplifier ce qu'elles font. C'est-à-dire expliquer par exemple un nouveau produit. J'ai travaillé sur une data vis il y a quelques années qui présentait un nouveau produit de manière assez simple. Donc il y avait un vocabulaire très technique puisque c'était une entreprise qui était dans le B2B, donc qui s'adressait à des gens qui étaient des opérateurs téléphoniques. Donc on utilisait tout leur vocabulaire, tout leur code aussi parce qu'il n'y avait pas besoin de leur dire alors ça c'est ça, ils comprenaient tout de suite. Donc c'était vraiment du B2B. Donc ça marche beaucoup pour les entreprises, pour aller expliquer un produit, pour aller pourquoi pas raconter l'histoire d'une entreprise, quelque chose d'immersif. Une entreprise qui a 100 ans, ils vont bien aimer mettre en scène tout ça sous forme d'une data vis avec les chiffres clés, les moments importants pour vraiment mettre en avant les valeurs. Après, ça peut servir aussi pour tout ce qui est sensibilisation. Par exemple, ça peut être de la sensibilisation aux problèmes liés à l'alcool, à la drogue, des choses comme ça. Ça peut être aussi des parcours immersifs pour aider les animaux, des choses comme ça qui sont des parcours où, notamment, on voit ça beaucoup dans des expos où on va représenter des databases sous forme de jeux où on va avoir toutes sortes de statistiques, notamment, je pense à des databases que vous pouvez voir au Muséum d'histoire naturelle dans des expos où on montrait les grands singes. Et alors, il y avait toutes sortes de statistiques et les enfants pouvaient aller naviguer pour mieux comprendre via de la data vis, via des vidéos, un côté toujours très très ludique et amusant. Et ça marche bien. Alors, la personne qui travaille dans la data vise, déjà, je sais pas quel nom on lui donne. Généralement, en fait, il y a plusieurs types de métiers. C'est ça. Il y a il y a le data scientist, celui qui va récolter la donnée, qui va en faire sens. Il y a ce que moi je suis plutôt, même si je trouve que le terme est peut-être un peu bizarre, mais data évangéliste. Tout de suite, en France, on pense aux évangélistes, à la religion, tout ça. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est là pour prêcher la bonne parole, pas du tout dans le sens religieux, mais expliquer, démocratiser. Après, il y a tout simplement des développeurs qui vont aller coder. Après, on va avoir des designers. Donc, ça peut être des UX designers, user experience, UI, interface. Ça peut être des web designers au sens plus large. Après, ça peut être des graphistes. Parce que si c'est quelque chose en print, il nous faut des graphistes. Et après, ça peut être des back-end développeurs pour la base de données et des front pour voilà. On retrouve aussi des métiers qui sont pas du tout attitrés à DataVis, comme dans beaucoup de ces nouvelles choses. Enfin, ces nouvelles, on comprend dans ces choses qui sont actuellement aujourd'hui très utilisées. On retrouve aussi des métiers très classiques. Donc, en fait, quand on parle de data vise, on parle toujours d'un ensemble de personnes, C'est ça. un ensemble de compétences, et pas la compétence d'une seule personne qui mélangerait le statisticien avec l'artiste, avec C'est un l'informaticien. peu compliqué. C'est comme avoir quelqu'un qui serait aujourd'hui, on trouvera quasiment personne qui est extrêmement bon à la fois en marketing, à la fois en design, à la fois en code, qui serait le dieu de tout. C'est quasiment impossible. Il y en a sûrement qui sont très bons, mais on a tous une spécialité plus ou moins. On a un vaste champ de connaissances plus notre spécialité qui nous permet d'être le meilleur là-dessus parce qu'on peut pas être bon en tout. Mhm. Et c'est tellement vaste la data vise. Je me posais la question de savoir s'il y avait des modes dans la façon de représenter la donnée. Pour donner un exemple, aujourd'hui, on voit plus tellement de représentation en camembert, on voit plus souvent des cercles. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui deviennent ringardes avec le temps ou au contraire qui sont juste plus visuelles, plus jolies et qu'on préfère utiliser? Alors oui, comme on l'a dit, tout ce qui commence à camembert commence fort heureusement à dégager parce que j'ai rien contre, mais c'est le degré -1 de la datavis. C'est même pas le degré 0, c'est le degré -1 de la datavis. Il y a un site qui je crois s'appelle Datavis Catalog qui est vraiment très bien parce qu'il recense toutes les tendances. Je vais regarder là.
Dataviz Catalogue qui recense toutes les tendances. En fait, ça se base sur les recherches Google et ça permet de savoir quel type de Dataviz est le plus populaire ou pas. Alors, je suis sur le site et donc ça permet d'aller. Le site est plus disponible. Bon, non, c'est pas Dataviz. Oui, Dataviz Catalogue. Non, c'était pas celui-là. Mince. Dataviz Catalogue permet donc d'avoir toutes les ensembles de Dataviz, mais en fait, je confonds avec un autre qui montre. Je vais retrouver le lien, mais qui montre en fait toutes les tendances. Quels sont les langages tendances pour faire de la Dataviz et quelles sont les différentes tendances dans la Dataviz. C'est-à-dire, je sais pas, les cartes sont plus tendances parce qu'en ce moment, il y a plus de recherche là-dessus. Et ça permet pour quelqu'un un néophyte, voilà, qui veut savoir les tendances, tout de suite d'avoir les tendances quasiment en direct. Et c'est quelque chose qui est vraiment bien. Mais oui, ça va dépendre des périodes, ça va aussi dépendre des technologies. Parce qu'à un moment, quand il y a eu le WebGL, toutes ces choses, les gens ont commencé à faire de la data vise en 3D. C'est bien. Certaines personnes ont fait de la data vise en 3D, des choses un peu en 3D. Mais le problème, c'est que ça fait souvent chauffer l'ordinateur, c'est souvent un peu intuitif. Donc, il y a un moment où les gens, ils sautent sur une tendance et ils se rendent compte que c'est pas productif, donc ils l'abandonnent. Mais peut-être qu'un jour, tout le monde fera de la data vise en réalité augmentée. Parce que ce sera extrêmement simple à utiliser, ça coûtera pas, faudra pas forcément utiliser un casque, voilà, ça coûtera pas 1000 euros de produits à avoir avant de pouvoir installer la data vise et tout le monde en sera l'utiliser. Donc ça va aussi dépendre des usages, ça va aussi dépendre de la popularité des langages avec lesquels c'est fait. Donc ça prend plein de facteurs. C'est pas uniquement les goûts ou les tendances non plus. C'est pas uniquement ça on trouve ça moins bien, on trouve ça plus joli le jaune. C'est aussi la techno qui va faire évoluer les choses. En parlant d'évolution, puisque il y a beaucoup d'infographies aujourd'hui qu'on peut retrouver directement sur Internet, plutôt que ce soit imprimé sur un journal, ça veut dire aussi qu'on peut avoir de la représentation de données temps réel, chose qu'on pouvait pas faire avant. Ça aussi, c'est avancer de la technologie et qui font avancer aussi les outils ou les langages qu'on utilise pour la représentation. Oui, c'est quand même magique il y a une carte qui montre quasiment en temps réel tous les transports à travers le monde. Donc on peut voir où il y a tel train et soit la position c'est du réel direct, c'est-à-dire que le bus est vraiment là ou le train est vraiment là, ou c'est de l'horaire prédictif dans certaines villes. Et donc ça se base, on y reviendra sûrement sur l'open data, donc des données ouvertes qui sont libres, accessibles à tout le monde. Et c'est quand même assez bluffant quand on montre une carte où on voit en direct exactement où se trouve le bus ou exactement où se trouve c'est un côté un peu magique. Et ça marche toujours quand je montre ça dans mes conférences. Et ce qui marchait le plus, je montrais la carte des attaques sur Internet en direct. Ça bluffait tout le monde. Et il y en a plusieurs. Celle que je montrais à l'origine n'existe plus, le site a fermé. Mais il y en a des dizaines de clones qui ont été faits, pas directement de celle-là, mais quand je dis clone, c'est pas copié de celle qui n'existe plus, c'est plein qui ont pensé à le faire. Et c'est assez impressionnant et c'est fiable, puisqu'à un moment, il y a eu une attaque, je sais plus, je crois que c'était il y a quelques années aux Émirats Arabes Unis, et la carte montrait bien qu'il y avait tout allé vers les Émirats Arabes Unis, parce qu'il y avait une attaque en cours. Et c'est des choses avec le direct qu'on pouvait pas faire il y a quelques années, même 10 ans, ou je saurais pas dire exactement à partir de quand on a commencé à faire du temps réel, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus facile à faire maintenant, puisqu'on a des outils de plus en plus puissants et des machines qui sont capables de calculer, parce que quelque chose comme ça, une carte qui montre les attaques en direct, ça prend beaucoup de CPU dans l'ordinateur, parce que c'est beaucoup de calculs en direct, et des fois sur des ordinateurs qui sont pas récents, des fois ça frise en plein milieu de la carte et boum. Donc voilà, c'est aussi ça, d'avoir des ordinateurs plus puissants permettent aussi au temps réel de mieux se développer. Le calcul de cette représentation-là est fait dans le navigateur et pas dans le back-end. Ça dépend, pour certains sites oui, pour d'autres non. Celui-là oui, c'était fait, il y avait une partie qui était faite sur ordinateur, puisque j'avais regardé le code et je voyais que mon ordinateur, c'était mon CPU, rien que pour cette page, c'était à 100%. Parce faut savoir que pour que les gens comprennent, des attaques sur Internet, certaines fois, il y en avait 10 ou 20 à la seconde, à certains moments. Donc c'est pas une carte où on monte juste un petit bus qui avance tranquillement. Là, c'est 10 à 20 attaques par seconde qu'il faut représenter dans les moments les plus tendus. Des fois, c'était un petit peu moins, mais dans les moments les plus tendus, c'était ça. Donc forcément, ça rame pour afficher tout ça quand on n'a pas forcément un ordinateur qui est extrêmement puissant. Alors, j'ai parlé de mode, mais de la même manière, aujourd'hui, on essaye aussi de rendre les choses
accessible le plus possible. Mm. Est-ce que l'accessibilité est toujours bien prise en compte quand on fait de la représentation graphique? Malheureusement, les gens sont pas forcément sensibles à ça, malheureusement. Beaucoup de gens pensent pas à mettre des couleurs qui sont accessibles. Par exemple, pour les daltoniens, je vais prendre un exemple très basique. Des fois, certains sites vont pas penser à avoir les bonnes couleurs, vont pas avoir pensé les bons contrastes qui peuvent faire mal au jeu à certaines personnes. Parfois, des couleurs trop criardes, ou des fois, les gens vont pas non plus vérifier si c'est compatible avec la plupart des navigateurs. Maintenant, on est débarrassé quasiment de Internet Explorer 6 qui... J'ai commencé à faire mes études, moi, de web en 2010. Internet Explorer 6, c'était le cauchemar de tout le monde. Maintenant, c'est un cauchemar qui est quasiment derrière tout le monde. Et je pense que tout développeur qui a vécu les années 2010 comprendra, ou même 2000, comprendra ce que c'est. Les autres, voilà, imaginez-vous un monstre terrible qui marche jamais et qui fait pleurer plein de gens. Bon, voilà. Mais souvent, les gens pensent pas à ça, pensent pas même aux personnes malvoyantes, aux personnes sourdes, par exemple, ou malentendantes. Ils pensent pas à s'assurer que le texte soit bien lisible par les lecteurs, ou qu'il n'y ait pas des milliers de trucs qui vont s'afficher. C'est un peu l'exemple que je donne pour que les gens comprennent bien généralement l'accessibilité. Il y a plein de gens qui s'amusent à faire des petits dessins avec les lettres du clavier ASCII, voilà, ASCII. Ils s'amusent, à un moment, c'était une mode sur Twitter, sauf que quand vous le faites lire par un lecteur de texte, c'est une horreur, parce que le lecteur de texte est incapable de comprendre que, en fait, le petit lapin, c'est un petit lapin. Lui, ce qu'il voit, il va lire barre, machin, et c'est infernal pour la personne qui est en train de veut comprendre ce que c'est, parce qu'il y a un texte qui répète barre. Et c'est agressif, en plus, parce que c'est toujours les mêmes choses, et la personne ne saura jamais ce que c'est. Sauf s'il y a quelqu'un qui lui dit, en fait, là, c'est un lapin. Et c'est le problème, et c'est comme beaucoup d'images qui, sur Twitter, ne sont pas, il y a un texte alternatif, et beaucoup de gens ne le font pas, et même des fois, moi, j'oublie. Donc, souvent, on voit que sur des choses un peu plus basiques, par exemple, les photos sur Twitter ou des choses, les gens pensent pas. Et pour donner un exemple, les Jeux Olympiques, les Paralympiques, il n'y a même pas de description alternative sur les textes, sur les images. Donc, si eux n'y pensent pas, donc des choses beaucoup plus complexes comme la data vise, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus complexe. Donc non, malheureusement non. Il faudrait que ce soit beaucoup plus accessible, qu'on y pense dès le début, de s'assurer que les couleurs, tout ce qu'on utilise, et puis il y a plein d'outils en ligne qui permettent de vérifier ça, et de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Mais dans le cas où on voudrait utiliser des couleurs qui vont malheureusement être problématiques, on peut les changer. On peut avoir une version pour daltonien, une version pour... on altère l'expérience tout en la rendant meilleure pour ces personnes-là. Ce qui est tout à fait possible. Mais ce qu'on faisait, notamment avec des navigateurs, on dégradait le truc. Au lieu d'avoir une animation, on avait une petite image et le type, il était très content et c'était plus cassé. Et il n'était plus à gueuler en disant, mais c'est cassé, il y a juste une image à la place. Voilà. C'est toujours difficile de concilier quelque chose de très visuel et de l'adapter pour tout le monde. Très communément, par exemple, on va utiliser la couleur rouge pour signaler quelque chose de problématique, quelque chose de critique, quelque chose de... ce qui pose problème, en fait. Mais c'est une convention qu'on retrouve facilement, et si on la remplace par un bleu, par exemple, on n'aura pas le même rendu. C'est exactement ça. C'est comme certains sites qui ont... j'avais vu ça il y a quelques années, un site, pour valider, c'était en rouge, et pour refuser, c'était en vert. Ils avaient fait l'inverse. Donc là, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. C'est une mauvaise pratique parce qu'on est tellement habitué à ça. Mais d'un côté, on peut, quand on fait une data vie, on peut proposer une alternative pour daltoniens qui, eux, doivent être habitués. Certains ne voient pas le rouge ou le vert parce que c'est pas il y a plein de types différents de daltonie. Je vais pas rentrer dans les textes, je connais pas vraiment le truc, mais voilà, pour assurer. Et la personne qui a aucun problème, est habituée au rouge et au vert, le retrouve sans problème. La data vise, évidemment, s'appuie sur la data. Tu l'as évoqué, on a aujourd'hui beaucoup de données qui sont accessibles à n'importe qui. Alors, pour commencer à faire de la représentation, qu'est-ce que tu recommanderais peut-être? Quels jeux de données sont accessibles et qui permettent de s'amuser à commencer à créer des représentations? Si quelqu'un veut s'amuser vraiment pour tester et dire, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est la data vise, tester les choses, moi, ce que je recommande, c'est les données ouvertes, ce qu'on appelle l'open data. Donc, on en retrouve plein. Ça peut être aussi d'autres données, des données d'événements populaires. Par exemple, actuellement, il y a les Jeux Olympiques.
Et quand on prend les Jeux Olympiques, si on a envie de travailler sur un sujet très populaire, je sais pas, et je prends justement les Jeux Olympiques, des données comme ça, on les trouve facilement en ligne. Il y a déjà quelqu'un qui a tout compilé des données, et après on a un fichier dans le CSV, donc un fichier dans lequel qui ressemble un peu à un Excel, sauf qu'au lieu d'avoir des cases, c'est séparé par des virgules. Voilà, à peu près la chose. Et donc on peut avoir par exemple toutes les médailles, on peut avec ça jouer avec les données, on n'a pas besoin de les faire nous-mêmes. Il suffit de chercher. Quand on veut par exemple s'amuser sur des données, Google est notre meilleur ami. Il suffit par exemple d'aller taper le nom de la donnée plus le CSV, généralement en anglais, sauf si c'est un événement français ou espagnol ou quoi que ce soit, on va plutôt le taper dans la langue, et de là on trouve. Et sauf si on est face à un événement qui est, je sais pas, un bal musette que personne connaît, il y aura aucune donnée. Mais si c'est les Jeux Olympiques, c'est forcément, il y a forcément des données. Je sais, j'ai vérifié à nouveau, il y a une semaine, j'ai vérifié ça, c'était toujours mis en ligne. Et oui, ça se trouve. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses. Et l'open data, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est plein de données. On peut, par exemple, aller regarder des données sur le coronavirus et faire des choses avec. Comme, Covid Tracker ou des choses comme ça qui font des choses absolument géniales à partir de ces données-là. C'est peut-être hors sujet, mais comment on sait que ces données-là, bon, pour s'entraîner, c'est très bien, mais comment on peut s'assurer qu'un jeu de données qu'on a est véridique et pas biaisé? Alors, il y a plusieurs moyens. C'est exactement comme le phishing. Faut regarder qu'on est bien sur le bon site. Si par exemple, on veut avoir accès aux données de la RATP, on va soit sur le site de la RATP s'ils ont dessus leur open data, ou on va sur le site de l'open data, donc de l'open data du gouvernement sur lequel il y a les données. Et là, on va pouvoir prendre ces données. Et on sait que ces données, c'est des données de la RATP brute telle qu'elle est, et qu'il n'y a pas un tiers qui a pu les modifier. Après, il y aura toujours des gens qui pourront dire oui, mais la RATP, ils ont modifié leurs données parce qu'ils voulaient pas tout ça. Des gens qui vont être plus ou moins complotistes. Donc, mais normalement, si on est sur un site qui est fiable et qu'on est bien sur le bon site, on les trouve. Après, le problème, par exemple, des jeux de données des JO, il peut y avoir toujours quelqu'un qui s'est trompé, qui a fait une erreur en recopiant quelque chose. Même si c'est sur un site officiel de données, peut toujours malheureusement y avoir une erreur là-dedans. C'est toujours possible, malheureusement. Oui. Si j'ai envie de donner vie à un jeu de données en open data, est-ce que je suis obligé de les faire ingérer dans Excel et de faire mes graphiques depuis là, ou est-ce que les outils ont un peu évolué ces derniers temps? Et Ça a pas mal évolué. Après, ça va dépendre de deux choses. Est-ce que la personne a des connaissances en code ou est-ce qu'elle n'en a pas? Si elle n'en a pas, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Mais généralement, si la personne a un peu de connaissances en code, et ce que j'entends par code ici, c'est connaître le HTML, le CSS et le JavaScript. Si elle connaît ça, et pourquoi pas un peu de jQuery, si elle connaît ça, elle peut utiliser une librairie qui s'appelle D3JS, qui permet de faire un peu tout. C'est pas la solution miracle, mais donc D3, c'est D et le chiffre 3.js, je le précise. Donc, s'il y a des gens qui cherchent, qui demandent D3, c'est quoi exactement? C'est la ville, non, c'est un D et un 3.js. Et c'est une librairie qui est vraiment géniale, qui peut peut-être un petit peu compliqué parfois pour faire certains trucs, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément d'exemples, on peut jouer avec. Par exemple, ce que j'aime bien faire, je prends une carte des États-Unis, peu importe ce que c'est, il y a donc des données, ça va, on va dire que ces données, ça va de 100 à 200, et je fais exprès de rajouter à un des 200, je rajoute un 0. Et d'un coup, donc ça va aller du bleu clair au bleu foncé, d'un coup, tout passe en bleu clair, sauf un qui passe en bleu foncé. Et je montre ça pour montrer le truc, et ça, c'est un côté un peu magique, avec un truc tout bête, tout simple, pour montrer, et après on peut jouer avec ces données, et ça montre, avec ces exemples, on peut les récupérer, et on peut remplacer le jeu de données. Donc ce qui est bien, c'est que même sans trop non plus bidouiller, mettre les mains dans le cambouis, on peut modifier une carte si on comprend vaguement à peu près comment ça marche, sans avoir forcément codé une ligne de code, mais en connaissant un petit peu le code. Et ça, c'est un côté assez magique. Et les exemples sont à foison sur le site, ce qui est vraiment génial. ça, c'est pour les gens qui codent, qui ont Hmm. un background de codeur. Maintenant, mettons que je veuille jouer avec les données, mais j'aurais plus envie d'avoir une approche no-code. Hmm. Est-ce que, bon, moi je Oui, connais les outils plus il y a un côté... outil qui est très intéressant, qui est un outil, je n'en fais pas la pub, je précise, je suis pas affilié à quoi que ce soit, parce que c'est un outil qui peut être payant. Il y a une partie payante, mais on peut l'utiliser en gratuit. Il y a quelques restrictions, c'est-à-dire qu'à la fin, la DataVis, on peut que la publier sur leur site. C'est Tableau.
Tableau est vraiment très bien parce que c'est un outil qui est très intuitif et il y a quasiment pas besoin de faire de code. Donc c'est vraiment c'est un logiciel à maîtriser quoi, comme mais c'est pas très très compliqué et je crois que c'est plus tous les jours ou toutes les semaines, je sais plus, ils font la meilleure data vise. Donc ils invitent les gens à proposer des data vises et la meilleure data vise est élue toutes les semaines ou tous les jours, je plus dire de bêtises, mais c'est quelque chose comme ça et plein de gens qui n'ont pas forcément des connaissances font des data vises qui sont interactives. C'est-à-dire qu'on peut cliquer, survoler certaines choses avec des jeux de données qui vous ont trouvé soit je sais pas si le site en propose, je sais plus, mais qu'ils ont pu trouver ailleurs, par exemple sur les géos, des choses comme ça. Des fois, c'est on peut voir tous les exemples qui sont proposés. Des fois, c'est vraiment très très basique et c'est pas très intéressant. Je parle pas je parle de la façon dont c'est représenté, pas de quoi ça parle. Et des fois, c'est assez impressionnant parce que Data Viz of the Dead de Tableau, il y a vraiment des très belles choses en plus. Donc et euh, of the Day. Et ils font ça depuis pas mal d'années. Et je sais que ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça, mais je sais que tout régulièrement, à un moment, j'allais voir toutes les semaines qu'est-ce qu'il y avait comme data vise là-dessus. Et il y a vraiment des très très belles choses. Là, je viens de regarder, je suis dessus, je regarde juste à peu près, mais il y a des choses vraiment très très esthétiques qui a chacun un univers. Et si quelqu'un veut de l'inspiration pour faire de la data vise, je pense que c'est aussi un bon lien. Et donc ça s'appelle visualisation du jour ou Vise of the Day en anglais. Parce que le site est aussi en français puisqu'il vise aussi des Français. Et il y a plein de choses là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une visualisation sur la série de Big Bang Theory avec des références. Et il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une sur la mer, une sur les profits d'Apple et les différentes choses, les tweets de l'année, donc plein de choses, les performances d'emails de campagne, des choses comme ça, et c'est toujours vraiment très esthétique. Donc pour manipuler de la donnée, tu as parlé d'un fichier CSV. C'est vraiment un fichier qu'on va manipuler, mais si on a envie de faire ingérer cette donnée-là dans une base de données, parce que plus régulièrement, si on a envie de rafraîchir la donnée ou si on a envie d'agréger plusieurs sources de données, peut-être qu'on va se tourner vers une base de données plus. Quel type de base de données sont le plus généralement utilisées pour la data vise? Je pense que ça va dépendre vraiment du nombre de données, du nombre de projets, du nom, je vais y arriver. Du nombre de données, de quel type de données, puisque tout n'entre pas forcément dans une base de données. C'est un peu, euh, pas un grand spécialiste des bases de données, et en plus c'est très là, ça va dépendre vraiment du projet. C'est au cas par cas. C'est généralement voilà, les gens me disent, je veux faire de la data viz, c'est quoi le langage que je vais utiliser? Je leur conseille D3, mais je leur dis, c'est pas forcément la solution. Il faut vraiment voir ça au cas par cas. Donc là, c'est vraiment, je peux pas forcément bien répondre. Je pense que si je répondais tel ou tel truc, ce serait pas forcément bon, parce que ça va vraiment s'appliquer à chaque projet, parce que chaque projet est unique. Et donc forcément, les solutions qu'on va apporter vont être uniques. Et si quelqu'un arrive et dit, faut toujours utiliser cette techno, faut toujours utiliser ça, pour faire de la data vise, je pense qu'il faut partir en courant, discrètement, on part. Voilà. Alors tout à l'heure, tu as aussi parlé de machine learning. Hmm. C'est, j'imagine, une tendance aussi dans la data vise parce que j'imagine que c'est une technologie qui est capable de trouver des patterns qu'on découvre pas forcément nous. Est-ce que tu peux en parler un peu de ce que ça a changé, si tu as vu un changement depuis que l'arrivée de le machine learning? Oui, bien sûr. Le machine learning et l'IA sont deux techniques qui sont extrêmement utilisées parce que ça va permettre déjà, je vais commencer par les trucs les plus évidents, les plus basiques. Bah déjà, ça permet de gagner du temps. Parce que quand on a 1 milliard de données, si on devait les trier à la main et qu'on embauchait 10 personnes pour le faire, je pense que dans 20 ans, on y sera encore. Voilà. Mais ça a permis aussi le machine learning de faire des gros programmes. Maintenant, on a des logiciels qui sont capables de jouer au Go, qui ont réinventé la façon de jouer au Go. Parce qu'il faut comprendre que la machine, là je simplifie un peu parce que c'est beaucoup plus complexe, la machine, elle se base sur des probabilités de gagner.
C'est-à-dire que quand elle va placer un coup au Go, c'est-à-dire elle va placer un des pions, je sais pas exactement comment on appelle ça, parce que c'est pas un joueur de Go, mais quand elle place un pion, elle va calculer la probabilité qu'elle a de gagner sur plusieurs coups. Donc, quand elle va jouer un coup, c'est vraiment uniquement sur ça qu'elle se base, parce qu'elle n'est pas capable de prendre autre chose en compte. Elle n'est pas capable de prendre en compte d'autres choses que l'humain, lui, est capable de prendre en compte. Puisque de ce que j'en sais, les humains, eux, comment ils se basent pour placer un coup? Tout simplement, ils se basent sur des notions de territoire, parce qu'il faut prendre le maximum de territoire et éviter qu'un territoire puisse, je crois, se refermer ou décliner ou quelque chose comme ça. Et donc, les deux ont des approches totalement différentes. Et l'humain serait incapable de faire le principe du calcul sur plusieurs coups, tandis que lui, l'ordinateur, il est fait pour ça. C'est des probabilités. Depuis longtemps, il est fait pour ça. Et en plus, il a un moteur puissant qui lui permet de faire plein de calculs à la seconde pour trouver le bon coup. Au point que des fois, quand il faisait des coups bizarres, les gens se disaient, ils l'ont mal programmé. Et en fait, c'était simplement que l'ordinateur a une fulgurance, pas à cause des questions de territoire, mais parce que il a prévu que ça pouvait le faire gagner. Parce qu'il se disait, si je pose là, il y a tant de chances qu'il pose un pion là, ou quelque chose là. Et c'était toujours ça. Et donc, à partir de ça, on a des approches totalement différentes. On est capable de repenser un jeu qu'on pensait totalement connaître et qui est joué depuis des millénaires et des millénaires. Parce que la machine a une approche totalement différente. On est aussi capable, par exemple, de donner à de l'intelligence artificielle des chansons et qui crée une nouvelle mélodie. On a de l'intelligence artificielle qui a créé des chansons des Beatles. Ou encore plus drôle, on donne à une intelligence artificielle, on lui donne le début d'une chanson. Par exemple, Bohemian Rhapsody, on lui donne 1 minute, on lui demande de continuer la chanson. Et ça donne des choses un peu cauchemardesques, un peu, voilà. Mais dans quelques années, on aura quelque chose où on vous mettra une chanson que vous connaissez pas, vous serez incapable de dire où est le point de rupture, où est le point entre le moment où on a laissé à la machine. Parce qu'on va avoir des systèmes qui apprennent de plus en plus. Et bientôt, je crois que ça arrive encore. Maintenant, on essaye à des machines, on leur fait apprendre pour apprendre et dans des trucs infinis. C'est-à-dire, l'exemple qui était marrant, c'était un petit joueur de hockey. Donc c'est une interface virtuelle dans lequel l'ordinateur a une sorte de joueur de hockey et il doit mettre un but. On lui dit pas ce qu'il faut faire. Et à chaque fois qu'il réussit bien la tâche, l'humain ou une autre intelligence artificielle lui dit t'as bien fait ça. Et à la fin, il comprend qu'il faut marquer un but. Et à la fin, au bout de je sais pas combien d'itérations, tous marquent exactement le but comme il faut. Mais dans le domaine de la data vise particulièrement, quel est l'apport justement de cette technologie? Justement, cet apport va permettre d'aller mieux représenter certaines données complexes, certaines données très 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 larges. J'avais un exemple, je suis en train de chercher, oui. En fait, quand on prend par exemple l'intelligence artificielle, ça si par exemple on a des milliards de données, Facebook ou qui veut donner sens dans des tableaux, ou par exemple Facebook qui voudrait donner sens pour pouvoir améliorer leur rendement ou savoir où ça pêche dans une data vise, c'est des choses qui peuvent être utilisées en fait. C'est-à-dire qu'on va agréer de la donnée, on va dire à l'ordinateur de trouver un sens parmi plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'on l'a programmé pour donner plusieurs possibilités, et après ça va sortir une sorte de tableau qui va permettre de data visualiser les problèmes ou les points à améliorer. Une dernière question pour toi. Donc tu es évangéliste sur de la data vise, alors quelle est l'idée derrière l'évangélisation? Pourquoi il y a besoin d'évangéliser sur la data vise? Et quelle est aussi la vision que tu vois pour la data vise de demain? En fait, pourquoi la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment faire de l'évangélisation et démocratiser, comme je l'ai dit, c'est que c'est quelque chose qui est devenu à la mode. Aujourd'hui, tout le monde parle de data vise sans forcément comprendre. Donc, ce qui est important, c'est de dire, OK, on reprend les bases, on explique d'où ça vient, comment on a pu le faire là, expliquer comme une on en faisait, expliquer comme une 495 on a modifié, expliquer tout le parcours, montrer des exemples qui sont percutants pour montrer la diversité, c'est-à-dire, j'aime bien montrer par exemple Flight Radar 24 qui est donc les avions en direct. Donc ça, voilà, les gens connaissent tous et disent ah oui, j'ai déjà vu de la data vise. Certaines personnes se disent oui, mais c'est quoi l'usage de la data vise? Faut montrer aussi des applications métiers.
par exemple, elle m'a montré je suis allé chercher des exemples qui vont être en rapport avec ce que font les entreprises pour que ça leur parle tout de suite. Je mets l'exemple tout simple, c'est pas une application métier, mais quand je montre ça à des jeunes, j'aime bien, et c'est peut-être un peu cliché, mais souvent les jeunes aiment bien regarder des séries, donc je leur montre des datavises sur des séries, je leur fais reconnaître quelle est la série à partir des notes données sur MDB. Donc ça marche bien. Ils arrivent à reconnaître des fois en 2 secondes la série, alors que il y a juste des points et des traits pour chaque saison. Un trait pour la tendance sur chaque saison, ils trouvent la série. Donc tout de suite, c'est ça qui est important. Moi, quand je fais de l'évangélisation, c'est pas simplement d'être un bonhomme qui est là à parler 2 heures sur un sujet dont les gens ont envie de s'endormir. Je les fais participer. Je leur montre vraiment à quoi ça peut leur servir pour eux, dans leur métier ou dans leur futur, si c'est des étudiants. Je leur montre que c'est un métier d'avenir. Je leur montre que s'ils comprennent bien les enjeux, c'est tout bénéf pour eux parce qu'ils vont mieux comprendre que la plupart des gens et donc avoir une meilleure vision et donc être plus attractifs pour des entreprises qui veulent être en entreprise, ou même pour eux. C'est quand ils vont voir des datavises, ils vont mieux comprendre et être des citoyens plus éclairés. C'est-à-dire éviter de moins se faire manipuler par des fausses données, par des biais cognitifs qui seraient totalement bidons, ou parfois des choses qui sont totalement contre-intuitives. Et que la datavise va leur permettre de mettre leur chance en alerte et de se dire, ah bah tiens, en fait, non, ça va pas, ça va. Et c'est ça qui est important vraiment quand je fais de la datavise avec de l'évangélisation. C'est vraiment ça mon but, c'est de captiver, que les gens aient compris et qu'à la fin, ils se disent, oui, la datavise, c'est important. Ok, c'était super intéressant en tout cas. Merci Victor. Merci beaucoup. Retrouvez Victor sur Twitter @VictorBC ou sur son site web victorbc.fr. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.